Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro déjà de Tour d'honneur. Je suis ravi de vous retrouver dans ces magnifiques écuries en pierre, les écuries de Lionel Guyon. On va donc beaucoup parler de concours complet cette semaine. Alors pourquoi Lionel Guyon? Eh bien tout simplement parce qu'il a réalisé une très belle performance à Tartas lors de la première étape du Grand National. C'était avec Némétis de Lalou. Bien que là, il arrive avec Métis de Lalou. On va prendre des nouvelles de la jument dans un instant. Mais avant, on part faire un petit peu de saut d'obstacle à Auvers sur le Huinard Tour, la seule tournée qui n'est pas au soleil. Avec quelques 1350 engagés dès le premier week-end de la trilogie du Alain Huinard Tour à Auvers dans le Cotentin, voilà la saison de sport bien lancée dans la Manche. Si certains mettent cap au sud pour les tournées du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, d'autres comme le tandem breton Guillaume Batty à Bruno Rocuet jouent la carte de la proximité et de la fidélité à Auvers pour débuter leurs 7 ans et leurs chevaux de Grand Prix sur les pistes normandes. Alors Auvers, une habitude, une tradition, Bruno Rocuet ne s'en lasse pas. On commence à Auvers, on finit à Auvers. Donc effectivement, les chevaux de concours débutent la saison à Auvers. Et on a mis un petit effectif au premier Auvers, surtout les 7 ans. Mon cheval il a 17 ans, donc c'était juste un peu un parcours de chauffe. Il n'a pas sauté depuis 6 mois et par contre Guillaume il vient avec les chevaux de Grand Prix la semaine prochaine. Mais ouais, on voulait débuter les 7 ans sur une belle piste, on sait qu'ils vont bien sauter et ils ont fait un bon concours pour l'instant. À l'instar de Timothée Anciaume que l'on voit ici avec Opaline de la Trigale, la crème des cavaliers normands avait engagé massivement dans ce premier Grand Prix sur des hauteurs à 1,40 m. Mais c'est finalement l'Alsacien Jacques Emlinger et Milord d'Arbaz qui s'impose devant Alexandra Francard en selle sur Untouchable. Mais parmi ces Normands, il y en a un qui attend patiemment son heure. C'est Florian Angot. Exactement, on commence par un Grand Prix à 1,35 m, après 1,40 m, et puis on finit Grand National à 1,45-1,50 m. Donc c'est progressif, c'est vraiment formidable. Quels sont tes atouts là pour la saison 2011 ? J'ai 3 chevaux qui vont sauter des bons Grands Prix. Il y a Made in Semilly, Open Up et puis Ouragan du Puché. Donc on les prépare gentiment et puis on va les mettre dans le Grand Prix Grand National le 3e week-end. Attends Émilie, il y a Mickaël qui vient avant. Extra. Le but d'Auvers, c'était bien sûr d'avoir une tournée surtout pour former des chevaux à un prix raisonnable pour les propriétaires et les cavaliers, car des tournées quand même à 1500 km, ça coûte très cher. On a les installations à Auvers avec 2 superbes carrières, presque 200 box en dur. Donc mon idée c'était d'essayer de faire cette tournée de l'Ouest. Au bout de la 3e année, enfin, ça s'avère très bon au point de vue engagé et puis une très bonne préparation pour les chevaux. Oui, alors donc le 3e week-end, on termine par le Grand National. Ça va être le premier Grand National de l'année. Donc une superbe préparation pour les futurs chevaux qui vont faire les Grands Prix internationaux. Frédéric Busquet, ici avec sa bonne Bjoussikaté, s'alignera sûrement sur le Grand Prix du Grand National. Mais il devra faire face à quelques cavaliers chevronnés, comme Patrice Delaveau et Simon Delestre, annoncés dans les épreuves à venir. Ce qui ne devrait pas déplaire à Alain Huinard. Et on retournera à Auvers dès la semaine prochaine dans Tour d'honneur pour parler de la première étape du Grand National de saut d'obstacle. Bonjour Lionel. Bonjour Mélie. Alors, on est très content de pouvoir voir Métis qui apparemment a l'air en pleine forme. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment se sont passés ces derniers mois avec elle depuis son opération pour les coliques? Alors Métis est en pleine forme, vous pouvez le voir. J'ai du mal à la tenir. Depuis son opération, elle s'est reposée le mois d'octobre, le mois de novembre. Elle a repris un peu de trotting au mois de décembre, assez tôt. Et depuis début janvier, elle refait toutes ses épreuves normalement. Elle travaille normalement depuis début janvier. Alors, comment vous l'avez sentie quand elle est rentrée justement de Lexington, à peine opérée? J'imagine que pour vous, ça a dû être un vrai coup dur, cette histoire. Oui, un coup dur, ça évidemment, mais bon, on s'en remet assez vite quand on récupère son cheval, déjà, donc ça, on était très contents. En fait, ça n'a pas été si grave que ça, et tant mieux. Et puis maintenant, elle est prête à affronter cette nouvelle saison, donc je suis ravi de la voir surtout. Comment est-ce que vous avez vécu à Lexington, justement, le fait de devoir être forfait, de voir votre jument opérée là-bas, pour les gens qui se souviennent de ce triste épisode? Je ne l'ai pas si mal vécu que ça, en fait. À partir du moment où on m'a dit que Métis était sauvé, j'en ai pris mon parti et puis je me suis mis à soutenir mes coéquipiers du mieux que je pouvais parce qu'on était là-bas en équipe.
Et on avait un objectif à atteindre qu'on n'a pas rempli malheureusement puisque c'était la qualif pour les Jeux de Londres. Mais non, je ne l'ai pas si mal vécu que ça a été. Comment est-ce que vous la travaillez aujourd'hui? Puisqu'elle retravaille normalement, c'est-à-dire son planning par exemple sur une semaine, comment est-ce que vous lui arrangez ça? Métis travaille tous les jours, elle en a besoin, c'est une jument qui a beaucoup de sang. En revanche, la nouveauté, c'est qu'elle a pris un peu de maturité, donc on n'est pas obligé de lui faire des séances très dures et très longues. Elle connaît bien son métier maintenant, donc c'est un peu allégé en quantité. Par contre, c'est très régulier. Comment est-ce que vous voyez la suite de la saison pour elle? Quand est-ce qu'elle va faire son retour sur les terrains? Parce que je lisais que c'était peut-être seulement à Vittel au mois de juin, mais peut-être que ça va être plus tôt maintenant. Oui, ça va être plus tôt. Elle aurait presque pu courir à Tartas, on lui a économisé un peu sa saison. Et elle va redémarrer dans le Master Pro à Pompadour. Voilà. Dans le championnat de France réellement, ce sera elle votre choix? Oui, ce sera les deux. Il y aura Métis et Némétis, le frère et la sœur. 2 bonnes cartouches pour essayer de faire une bonne perf. Alors avant qu'on parle de Némétis, eh bien, je vous propose qu'on fasse un petit tour sur un sujet vétérinaire, puisque vous le savez peut-être, en ce moment il y a un débat. Les ostéopathes, les dentistes, mais qui ne sont pas vétérinaires, pouvaient pratiquer jusque-là leur métier, même si c'était interdit par la loi. Eh bien maintenant, un texte de loi pourrait faire changer tout ça. Il y a débat, on en parle avec Marinei. La guerre sur ordonnance, ça pourrait être le titre du nouveau chapitre d'un conflit qui oppose vétérinaires et ostéopathes et dentistes équins. Depuis 2 semaines, le sujet agite les forums équestres sur Internet. Une pétition circule même contre un projet de loi. Selon l'association contre le monopole vétérinaire, il serait le fait de l'ordre national des vétérinaires. L'ordonnance confirme que les ostéopathes et dentistes équins pratiquent illégalement des actes relevant de l'activité des vétérinaires. Pour Michel Bossier, le président du Conseil de l'Ordre, cette interdiction n'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, au contraire, ce sont les ouvertures que dessine ce texte. Aujourd'hui, si vous voulez, nous considérons que les vétérinaires qui pratiquent l'ostéopathie peuvent l'exercer parfaitement légalement. Les personnes non vétérinaires qui pratiquent l'ostéopathie, contrairement à ce qui est possible aujourd'hui dans le domaine humain, la loi qui était en vigueur depuis le 22 juin 89 ne permettait pas à ces personnes d'exercer légalement la profession. Là, aujourd'hui, je ne vois pas de possibilité dérogatoire offerte par l'ordonnance. Mais la situation n'est pas nouvelle, il n'y a pas aujourd'hui interdiction, il y a interdiction pour eux depuis longtemps. Ceci étant, à ma connaissance, ces personnes ont parfois été mises en garde, mais n'ont pas été poursuivies. Incontestablement, l'ordonnance a élargi les possibilités. On évoquait tout à l'heure des soins dentaires aux animaux, des soins dentaires qui restent dans le domaine du physiologique, pourraient parfaitement être accessibles à des techniciens qui seraient salariés de vétérinaires. Ça, la loi offre aujourd'hui et ouvre cette possibilité. Ce qui fait débat, c'est la définition des actes vétérinaires. Jusqu'à présent, les dentistes et ostéopathes jouaient sur les mots pour exercer dans la légalité. Ils dressent des bilans et non des diagnostics et leurs pratiques visent à prévenir les blessures ou douleurs des chevaux. C'est ce sur quoi revient justement cette loi. Elle précise bien que prévenir ou traiter tient du ressort des vétérinaires, même en ce qui concerne le comportement des chevaux, ce qui inclut dans la loi les comportementalistes. Pour ces praticiens, les vétérinaires veulent surtout faire mainmise sur une manne financière qui leur échappe, car la loi ouvre une perspective mais qui est loin de les convaincre, celle de devenir les salariés des vétérinaires. Si cet imbroglio juridique inquiète certains praticiens, d'autres, comme l'ostéopathe Jean-Michel Boudard, espèrent qu'elle sera l'occasion d'un débat sur la professionnalisation de ces milieux. Il y a quand même des gens qui ne sont pas forcément bien formés et à côté de ça, il y a des gens qui sont formés, je pense, assez compétents et que par conséquent, j'espère que ceux qui sont compétents resteront sur la place et puis les incompétents, à la limite, si ça les élimine, ça ne sera que mieux. Hein. Je pense qu'il vaut mieux niveler vers le haut que vers le bas. Donc espérons que ça aille dans le bon sens. Moi, je pense clairement que il y a plein de vétérinaires qui sont, je dirais, conscients du niveau de chacun et qui peuvent aussi nous faire confiance. Voilà, c'est tout ce qu'on demande, c'est-à-dire qu'on soit vraiment en équipe autour du cheval. L'ordonnance publiée le 20 janvier devrait être débattue devant les parlementaires avant le 20 avril. Mais les praticiens espèrent qu'elle n'arrivera pas aux portes de l'Assemblée. L'Association européenne des dentistes équins compte entamer un recours gracieux auprès du président de la République.
Et comme promis, après Métis de Laloux, eh bien voici Némétis de Laloux, propre frère de Métis, même père, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi même mère, Lionel. Oui, oui, l'élevage familial, l'élevage de la famille Lacroix, voilà, avec une très bonne mère Garichou, Vishna du Loup, et le croisement avec Irlande, ça nous a donné ces deux fabuleux produits. Oui, on peut dire que vous êtes un cavalier comblé avec le frère et la sœur, puisqu'avec Némétis, donc 3e à Tartas du Grand Prix Pro Élite, support de la première étape du Grand National, avec un double sans faute sur le cross et sur l'hippique, et une note de dressage qui s'est améliorée, 45,6. Oui, c'est ça, une note de dressage améliorée. Il était un peu plus de 69%, donc pour les spécialistes de dressage, c'est plutôt pas mal. Et puis un double sans faute, ouais, qui nous a fait remonter de la 9e place du dressage à la 3e place finale. Donc c'est un cheval aujourd'hui que vous qualifiez de prometteur ou qui est déjà au niveau suffisant pour les gros rendez-vous? Alors pour les grands rendez-vous internationaux, il a fait principalement Bokello, qui est une référence qu'il a très bien couru l'année dernière. Et maintenant il lui reste les grands championnats à affronter. Mais ça fait déjà sa 3e année au niveau du Grand National qu'il court, donc il a quand même pas mal d'expérience, pas mal de parcours à son acquis. Et puis maintenant il ne reste plus qu'à vérifier qu'il puisse faire les inters de la même manière. Quelles sont ses principales qualités quand vous êtes avec lui, aussi bien sur le dressage que sur le cross, que sur l'hippique? Comment est-ce qu'il réagit en concours? Alors avec Némétis, ce qu'il y a de très bien, c'est qu'on peut faire le papier avant de partir. Voilà, c'est un cheval très fiable, sans surprise. C'est très rare qu'il soit décevant. Et pour mémoire, c'est un cheval qui doit avoir un pourcentage de classement depuis son début de carrière qui tourne aux alentours de 85%. Donc on peut compter dessus assez souvent. Alors, Métis aujourd'hui n'est plus qualifié pour les championnats d'Europe. Lui, en revanche, il l'est. Vous faites partie du groupe 1 de Laurent Bousquet en concours complet. Est-ce que, très clairement, votre objectif de l'année, ce sont les championnats d'Europe de Lumulène en vue de se qualifier pour les JO de Londres? Oui, évidemment que les championnats d'Europe sont le premier objectif. Voilà, avec Némétis, puisque lui est qualifié, mais on va essayer de qualifier Métis assez rapidement, soit sur le CCI 3 étoiles de Brimham, soit sur le CCI 4 étoiles de Lumulène, pour avoir 2 bonnes cartouches et avoir le meilleur des deux si possible au final. Évidemment, 2 cartouches valent mieux qu'une. Alors Lionel, vous avez été rejoint cette année dans le groupe 1 par une demoiselle. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Gwendolyn Fer, ça fait quoi d'avoir une femme, une fille dans l'équipe maintenant? Ça apporte un peu de fraîcheur à l'équipe. Voilà. Et puis Gwendolyn a fait des progrès assez considérables grâce au stage de cet hiver. Je crois qu'elle a eu un vrai déclic avec Henk Noren et Barnabas Mandy. L'équipe de France, en quelques mots, comment va-t-elle aujourd'hui? Après Lexington, la non-qualification des Jeux, tout le travail hivernal avec Laurent Bousquet, mais aussi avec des intervenants extérieurs? On ne peut pas dire qu'on soit en haut de l'affiche en ce moment, c'est vrai. On est un peu en bas. Mais on a souhait de remonter au plus vite. Et puis on a une catégorie de chevaux, de jeunes chevaux maintenant qui arrivent à maturité et qui devraient nous remonter sur les podiums dans les mois à venir, j'espère. Merci beaucoup Lionel. Quant à vous, eh bien, vous ne bougez pas puisqu'on parlait à l'instant de Gwendolyn Fer. Patrice Ruiz l'a rencontrée pour savoir ce que ça fait que d'être une femme dans une équipe d'hommes. Karim, Lionel, Pascal, Eddy, Jean, Stanislas, Nicolas et Gwendolyn. Vous ne remarquez rien? Le groupe A, annoncé il y a quelques semaines par Laurent Bousquet, ne comporte qu'une seule femme, Gwendolyn Fer. C'est à Tartas, lors de la première étape du Grand National, à quelques jours de la journée de la femme, que nous avions retrouvé la cavalière de l'Héria du Terre. C'est vrai que c'est une différence flagrante entre l'Angleterre, entre l'Allemagne, où il y a de nombreuses femmes. En France, quand on regarde que dans le CSO ou en complet, on n'est quand même pas nombreuses. Même en liste B, puisqu'il n'y a que Hélène Vattier, si je ne me trompe pas, on est les 2 seules dans les listes. Pourquoi, je ne sais pas, peut-être le machisme français. La dernière fois, on m'a soulevé le problème aussi, peut-être que les femmes en France ont moins de niaque que les hommes. Est-ce que, je sais pas, les femmes ont peut-être aussi besoin d'un moment construire leur vie, je parle au niveau des enfants. Est-ce que c'est une explication? Je sais pas, mais j'espère qu'on sera plusieurs dans pas longtemps. En tout cas, moi je suis très contente d'être là.
En tout cas, on peut se demander si cette absence remarquée des femmes au plus haut niveau sera rectifiée dans le futur. Je pense que les jeunes arrivent, il faut peut-être laisser le temps. C'est vrai que dans les équipes juniors jeunes cavaliers, on retrouve une vraie présence féminine. Et pourquoi derrière, elles n'y sont pas, je ne sais pas du tout. Peut-être pousser les jeunes à continuer, peut-être qu'elles continuent plus vers leurs études par rapport aux hommes. Moi, c'est vrai que je me suis posé nombreuses fois la question, mais je n'ai pas trouvé de réponse encore. Eh bien, il n'y a plus qu'à espérer que le groupe A intègre plus de cavalières, car c'est non sans malice que je vous avouerai que s'il y a plus de femmes dans le complet, c'est encore nous les hommes qui sommes gagnants. Et sachez que Gwendolyn Fer et Léria Duter seront présentes au CCI 4 étoiles de badminton fin avril. 5 Français au total sont sélectionnés et pour accompagner Gwendolyn, il y aura Pascal Leroy avec Minos de Petra, il y aura Karim Lagouag avec Avenir d'Azac, Didier Denain et Ismène du Temple et enfin Jean Teller avec Matelot du Grand Val. Toutes les infos évidemment, vous le savez, vous les retrouvez sur le site Cavadeos, mais nous, on passe à la rubrique que vous semblez apprécier. Voici le zapping de la semaine, il est préparé par Solène Lavenu. And gentlemen, in just a few moments our show will begin. Done in embryonic fluid and was in transit from one mare to the other. I find it fascinating. '64, almost a porcelain figure, and at 84 days. L'émission Tour d'honneur de cette semaine touche à sa fin, mais avant de vous quitter, quelques rendez-vous avec le début du Global Champions Tour. Ça se passe à Doha, au Qatar, le week-end prochain avec 4 Français, Michel Robert, Simon Delestre, Roger-Yves Bost et bien sûr Kevin Stott, le numéro 1 mondial. Et puis en Normandie, chez Alain Hinard, il y a la première étape du Grand National de saut d'obstacle. On y reviendra la semaine prochaine dans Tour d'honneur avec l'ouverture des paris en ligne. Mais d'ici là, n'oubliez pas notre page Facebook, la page Tour d'honneur, où on attend vos questions et vos commentaires. D'ici là, très bonne semaine sportive à tous. Ciao.